Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce second webinaire de Lady Lab Team. Je vois que vous maîtrisez le chat en nous disant plein de coucou. Bienvenue, bienvenue. Donc je suis, Pauline Moulin, je suis, en charge du projet webinaire à Technofuturtique et j'animerai, ce webinaire avec notre expert du jour, Sébastien. Donc tout de suite, je vais inviter également, Sébastien sur scène. Voilà, voilà. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, tu es, notre, expert, Teams, Microsoft Teams et tous les autres outils qui vont avec. Ouais. Est-ce que tu peux, te présenter brièvement? Oui, donc je m'appelle Sébastien Place, je suis spécialiste en solutions pédagogiques pour Microsoft, Belgique. Donc j'y travaille depuis un peu moins de 2 ans maintenant et à la base, j'étais professeur de sciences en enseignement secondaire et je me suis spécialisé, assez tôt dans mon enseignement sur l'intégration du numérique, ce qui m'a amené, au poste que j'occupe actuellement. Voilà. Génial, génial. Directement, voilà, on va commencer par la base. Qu'est-ce que c'est, Teams? Alors Teams, c'est une plateforme collaborative, donc qui a été développée par Microsoft. Et donc, qui possède depuis maintenant un peu plus de depuis presque 3 ans, on fête l'anniversaire ici de l'application, une, variante éducative. Donc le principe de Teams, c'est de créer des espaces virtuels, connectés au sein desquels on va retrouver les professeurs et les élèves et les professeurs vont pouvoir créer des classes virtuelles, y accueillir les élèves, y déposer du contenu, partager des liens, partager des vidéos, partager des ressources de toutes formes, distribuer des tâches, des devoirs, des objectifs, dessiner, schématiser, y donner des conférences, des cours en ligne, enregistrer ces conférences pour proposer aux élèves de les revoir ensuite, créer de l'interactivité dans les vidéos qui sont enregistrées. Donc on a vraiment, un panel complet dans une seule application des plus grandes fonctionnalités, pédagogiques. Ouais. Génial. Et alors est-ce que c'est un outil, gratuit, payant? Comment ça fonctionne? Alors normalement, Teams, c'est un outil payant, mais depuis toujours, pour les écoles de l'enseignement maternel, primaire et secondaire, il se déploie gratuitement. Il fait partie de la plateforme Office 365 Éducation, qui est donc une plateforme qui comprend beaucoup d'outils, pédagogiques numériques, dont Teams et les écoles que j'ai citées, donc du niveau qu'on appelle le K12, maternelle, primaire, secondaire, peuvent, faire introduire un formulaire, en ligne qui est disponible sur le site de Microsoft pour déployer gratuitement, toute la plateforme et les outils qui vont avec. Pour ce qui est du secteur des entreprises, le secteur privé et l'enseignement supérieur, là, il y a, c'est un produit payant, et donc pour lequel ils doivent contacter leur fournisseur, en logiciel afin de pouvoir y souscrire. Voilà. Alors, je me pose aussi la question, donc, c'est une application, il faut l'installer. Comment ça se passe avec les élèves? Ils doivent aussi l'installer? Voilà, j'aimerais Alors un peu en savoir il y a plus. plusieurs, il y a plusieurs possibilités. Donc, Teams, c'est un programme qu'on peut installer sur l'appareil, hein. On peut l'installer sur un PC, on peut l'installer sur un Mac, on peut l'installer sur un iPad, on peut l'installer sur un iPhone, on peut l'installer sur une tablette Android ou un smartphone, Android. Donc c'est vraiment, un outil multiplateforme. Selon évidemment l'appareil sur lequel on l'installe, on n'a pas exactement la même expérience. Question de taille d'écran, de caractéristiques techniques. Mais grosso modo, au niveau de ce qui est PC, Mac et Linux, parce qu'on peut aussi l'installer sur Linux, il y a à chaque fois un client. On peut aussi cependant, se contenter de lancer Teams dans son navigateur internet, comme le webinaire d'ailleurs qu'on est en train de jouer maintenant et donc dans ce cas-là, on va avoir quasiment la même expérience. On aura quelques petites fonctionnalités, en moins de le faire en mode navigateur, mais ça permet, au plus grand nombre de personnes de l'utiliser sans rien avoir à installer ni à configurer. Donc voilà. OK et alors une question, vous dites vous on disait que c'était gratuit pour les écoles, mais c'est gratuit effectivement aussi pour les élèves?
Oui, donc quand je parle d'école, je parle de toutes les personnes au sein d'une école. Donc ça va de l'élève de première maternelle jusqu'à l'élève de réto, en passant par, le professeur de géographie, de sciences ou d'éducation physique, le secrétariat de l'école, la direction. Donc c'est l'ensemble des personnes physiques dans une école qui peuvent bénéficier de l'usage de la plateforme de l'école. Et donc pour répondre à Dominique, chaque élève, reçoit un compte Office, 365? Alors, l'élève ne reçoit pas le compte Office 365, c'est OK. l'école déploie la plateforme et sur sa plateforme, l'école crée les comptes pour ses utilisateurs. Donc c'est l'école qui décide. Est-ce qu'elle veut créer un compte pour chaque élève? Est-ce qu'elle veut créer un compte seulement pour certaines classes? Voilà, donc l'école déploie sa plateforme et après l'école est maîtresse à bord de son navire et choisit de l'utiliser ou de le déployer selon ses choix. OK, et du coup, chaque élève doit avoir sa propre adresse email ou Donc comment ça se passe? l'adresse email qui fait office de compte est créée par l'école pour l'élève. OK, génial. Alors je vois qu'il y a déjà pas mal, aussi de questions sur l'utilisation des outils et Mmh. nous allons y venir. Je pense que, pas mal, de réponses vont arriver au fur et à mesure de la présentation. Hem, du coup, voilà, première question, comment créer une classe, virtuelle dans Teams? C'est un peu du coup, la base, Ouais. Sébastien? Eh bien, je propose peut-être de le montrer, ce sera plus simple. Génial. Alors, C'est parti on est pour parti pour un partage d'écran. partager l'écran. Alors hop, voilà, je vais partager cette fenêtre, voilà. Est-ce que tu me confirmes, Pauline, que Oui, la fenêtre s'affiche bien? Parfait. c'est parfait. Et donc ici, c'est mon navigateur internet, hein, que vous avez sous les yeux, donc j'y ai ouvert plusieurs onglets. Le premier onglet que j'ai ouvert, c'est le site office.com. C'est le portail de la plateforme Office 365 de mon école. Donc là, je me mets dans la peau d'un professeur, hein, dans une école qui pourrait être la vôtre. Et donc je me suis connecté sur office.com à l'aide de mon login et de mon mot de passe, hein, qui sont l'adresse que j'ai reçue. Et à partir de là, j'ai toute une collection d'applications. Et il y en a une qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui est Microsoft Teams. Lorsque je clique sur ce bouton, ça ouvre un nouvel onglet dans mon navigateur, qui est l'onglet Microsoft Teams, et j'arrive ici à l'intérieur de l'application. Et donc là, vous voyez, quand c'est une application, je vous le présente vraiment dans son mode le plus accessible, qui est le mode navigateur Internet. Donc j'ai rien eu à installer, rien eu à configurer. J'ai été sur ce site, j'ai cliqué sur ce bouton, et me voilà ici. La seule différence, c'est que moi, vous voyez, j'ai tout un damier sous les yeux. Chaque carré que vous avez là, ben, c'est un espace d'équipe que j'ai déjà créé. Rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin d'en avoir autant. Ici, j'en crée à chaque fois que je donne une formation ou une présentation, et donc je commence à en accumuler un certain nombre. Pour la création, mais c'est très simple. Le professeur ou la professeure n'a qu'à cliquer en haut à droite sur le bouton Créer une équipe. On arrive sur cette fenêtre un peu plus sobre où j'ai le bouton qui indique en toutes lettres Créer une équipe. J'appuie sur ce bouton et là, Teams va me demander tout simplement, quel type d'équipe est-ce que je veux créer, et à partir du moment où je pars dans le projet de travailler avec mes élèves en ligne à distance dans Teams, eh bien, je clique sur le profil classe. Et là, la dernière étape avant la création, eh bien, Teams me demande, au niveau de la plateforme de mon école, comment est-ce que je veux appeler mon équipe classe. Et donc, ici, il faut simplement, veiller à bien nommer son équipe. Donc ça, ce sont des règles qu'on instaure par école. Je conseille toujours de se concerter d'abord afin de choisir toujours un nom, qui soit bien clair pour les profs et les élèves afin de bien identifier l'équipe. Je pourrais par exemple, ici me créer une classe qui serait une classe de 4e G. Dans mon cas, j'y serais par exemple, pourquoi pas, professeur de sciences 3 heures, et je pourrais, pourquoi pas, indiquer également, l'année académique. Voilà, en mettant ici un titre comme ça, c'est clair et complet. Mes élèves voient que ça concerne, bien la classe de 4e G, que c'est un cours de sciences 3 heures que je leur donne, et ici que c'est bien la bonne année académique. Ceci, c'est un exemple, hein, de nom. On peut absolument, gérer ça comme on veut par école, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que 2 équipes Teams pour une même école ne peuvent pas avoir le même nom. Donc quand je prends le nom qui est là, il ne peut pas être réutilisé par quelqu'un d'autre. À partir de là, j'appuie sur suivant. Teams prépare la création et là, mon équipe est prête.
Et à ce stade-là, bah, j'ai 2 possibilités, intégrer tout de suite mes élèves, dans mon Teams Class ou bien ignorer, provisoirement l'ajout des élèves, commencer à préparer du contenu, préparer des liens, décorer un peu le Teams pour leur arrivée et les incorporer après. Donc là, on a vraiment le choix. Ici, dans mon scénario, bah, on va faire comme pour de vrai. Je dirais qu'on va ignorer l'ajout des élèves et ici, vous voyez, je suis déjà dans mon Teams Class et voilà, ça, c'est l'intérieur d'un Teams. Vous avez un label, un logo qui est créé automatiquement pour la classe, que le professeur peut remplacer avec le petit crayon. On a le titre de la classe avec les options que le professeur peut utiliser ici pour gérer l'équipe. Et là, on a un espace qui s'appelle le canal, c'est le canal général, il est toujours créé par défaut dans l'équipe, et quand on clique dessus, ça ouvre le grand rectangle gris que vous avez à droite de l'écran et qui reprend une série d'onglets. Donc dans un Teams Class, vous avez toujours dans le canal général les 5 onglets que vous avez ici et qui servent respectivement, publication, c'est un mur de discussion avec les élèves. On peut y, taper des, messages, à destination de la classe auxquels les élèves vont pouvoir répondre. C'est un espace collectif, hein, donc tout le monde verra l'ensemble des publications. C'est également ici que le professeur pourra utiliser le bouton caméra pour donner des conférences à distance avec sa classe. Fichier, c'est la bibliothèque de fichiers de la classe. Donc c'est là que le professeur va pouvoir, déposer, des ressources. Dans la bibliothèque de fichiers, le professeur a directement, dès le départ, un dossier qui s'appelle support de cours et ce qu'on met dans support de cours comme fichier pour les élèves, ils peuvent seulement aller lire les contenus. Ils ne peuvent pas modifier les fichiers. Je peux créer, d'autres, dossiers, hein, à l'intérieur de ma, bibliothèque et si je crée des dossiers en dehors de support de cours, ce seront des endroits qui seront en coécriture. Ça veut dire que moi et l'ensemble de mes élèves, nous pourrons modifier ce dossier et son contenu collectivement. Tout ce que je mettrai là-dedans, là, on sera dans de la consultation individuelle. Il n'y aura que le professeur qui pourra le modifier. On peut déposer dans la bibliothèque de fichiers absolument, ce qu'on veut comme ressources et tout ce qu'on y déposera et qu'on y rangera sera automatiquement mis à disposition, des élèves. On a un bouton qui s'appelle bloc-notes de classe, dont on reparlera tout à l'heure puisque c'est un point à part entière de notre webinaire et donc grosso modo, ce bloc-notes de classe, c'est comme, un classeur virtuel dans lequel j'aurai un intercalaire par élève et l'intercalaire de l'élève, il est individuel, il n'y a que l'élève en question et moi, son professeur, qui y avons accès, donc je peux là y faire du travail individualisé, accompagner, mon élève dans ses apprentissages vraiment au cas par cas. Le bouton devoir qui va me permettre, de créer des tâches, des travaux, des devoirs, des évaluations à distribuer à mes élèves, en un seul mouvement. Je vais distribuer, les travaux, à toute ma classe ou au cas par cas en fonction de ce que je souhaite et j'aurai alors accès à un tableau de bord de correction, de commentaires et l'ensemble, de tout ce que j'aurai créé comme, travaux générera dans l'onglet notes un tableau bilan avec chaque colonne reprenant chaque travail, les points, les commentaires, qui auront été associés et je pourrai récupérer l'ensemble de ces informations sous forme, par exemple, de tableau Excel. Voilà, avec ça, on a la base, d'un Teams Class. Voilà, pour un premier aperçu. Génial, je vois qu'on sait déjà, faire, vraiment, pas mal de choses et je propose qu'on passe un peu aux questions parce que, effectivement, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Je t'écoute. Donc, il y a des questions que je pense qu'on répondra après, notamment pour tout ce qui est, doc partagé. Oui, Donc comment travailler sur un doc partagé, ça on y reviendra après, notamment je pense avec l'outil que tu as, déjà, mentionné, oui, oui, tout à mentionné, fait. voilà. Peut-on savoir qui a lu une publication? Non, les publications sont sur le mur collectif et donc il n'y a pas de traçage par utilisateur sur les publications. Si je veux donner quelque chose à lire à mes élèves et savoir ce qu'ils ont lu, je peux donner cette lecture à faire avec le bouton «Devoir». Je vais peut-être faire la démonstration, d'ailleurs ce sera plus simple. Donc je vais créer un devoir de type affectation, c'est-à-dire je vais affecter une tâche à mes élèves. Je vais par exemple, mettre une activité qui s'appellera lecture, consigne lire ce document, voilà.
choisir le document à lire. Donc là, je vais pouvoir aller le chercher sur mon OneDrive, sur mon ordinateur, dans une autre, classe virtuelle de Teams. Je peux aller chercher une page du cahier de la classe, si c'est ça que je veux faire lire. Donc moi, ici, en l'occurrence, je vais faire simple. Je vais prendre un document de démo, voilà, par exemple, celui-ci. Je vais le lier en pièces jointes et donc voilà, ici, le document est en train d'être, préparé pour être distribué à ma classe. Je peux éventuellement mettre des points sur cette lecture, ou pas. Une grille d'évaluation peut être construite, associée à ce travail. La classe concernée ou les classes, je peux en sélectionner plusieurs dans la liste de toutes mes classes. Je peux, pour une classe donnée, vérifier, au niveau des élèves. Bon, pour l'instant, évidemment, je n'ai pas d'élèves et ici, je vais fixer la date et l'heure d'échéance, pour laquelle j'attendrai que cette lecture ait été faite et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton ici, affecter. Alors comme je suis dans une équipe où je n'ai pas d'élèves, je vais simplement passer dans une autre classe, voilà, pour vous montrer un devoir qui est tel qu'il est quand il a été distribué et donc ici, voilà, je vais avoir un tableau de bord après la distribution qui va se présenter comme ceci. Et donc, par défaut, je pourrais voir à l'aide de ces petits logos, s'il y a un œil, je pourrais voir que l'élève a ouvert le travail. Donc ça me dira que le document, du devoir a été ouvert par l'élève. Alors évidemment, je ne peux pas être certain que l'élève l'ait lu de A à Z, mais je sais qu'au moins l'action de l'ouvrir a été menée par l'élève et quand l'élève a fini le travail, il peut me le rendre avec un bouton de retour et dans ce cas-là, j'ai une notification de remise. Je sais que je peux le corriger. Voilà. Génial, génial. Donc, tu as déjà été un peu plus loin sur les devoirs. On y reviendra Oui, aussi, on le reverra par un la peu suite. après plus en détail, mais voilà, ici on avait un premier exemple concret en fait de ce qu'on peut faire. Mmh. Génial. Alors une question de Cédric: «Est-il possible de limiter la création de nouvelles équipes à l'administrateur afin d'éviter trop d'équipes, voire des équipes redondantes au sein d'un même établissement?» Absolument, absolument. Il y a des écoles qui font le choix justement de ne pas laisser le bouton «Créer les équipes», actif pour les professeurs. C'est un choix stratégique tout à fait cohérent et dans ce cas-là, l'équipe, qui administre la plateforme Office 365, qui a accès à l'application admin, hein, qui est un peu le centre de contrôle, bénéficie ici d'un outil qui s'appelle Teams et qui permet d'avoir, une vue globale sur, l'ensemble des équipes et notamment, ici, dans gérer les équipes, le centre informatique de l'école peut éventuellement les créer, ou fixer des normes de création comme par exemple l'obligation pour les membres du personnel, qui voudraient créer des équipes de respecter une forme de nomenclature dans les titres, typiquement. Donc on peut instaurer. C'est ce qu'on appelle ici les stratégies. Alors après, il faut savoir que Microsoft, on met aussi à disposition des écoles, un outil complémentaire à Teams qui s'appelle, School Data Sync. Donc si je traduis, c'est synchronisation des données scolaires. C'est une plateforme complètement gratuite pour tout le monde et elle permet à partir de fichiers, de listes d'élèves, de listes de professeurs et de listes de cours, de créer automatiquement pour une plateforme Office 365, des équipes pour toutes les classes ou des équipes pour tous les cours avec les professeurs et les élèves associés dans les bonnes équipes. Donc là, on est vraiment évidemment sur un déploiement, à plus grande échelle ou en tout cas, plus puissant, mais c'est également une fonctionnalité qui est tout à fait gratuite. Voilà. Alors, il y a une question qui revient souvent par rapport aux Oui. emails, bah, tiens, pour inviter les élèves, donc c'est bien par email qu'on invite, les élèves? Non, Non? non, Ah, non, non. OK. En fait, Comment on invite, les élèves, du coup? alors on va le faire. Donc voilà, je vais revenir ici, sur mon écran des équipes. Voilà, je vais essayer de retrouver ma classe. Voilà, c'était celle-ci. Donc j'avais créé une Teams class devant vous et pour l'instant, je suis tout seul. Je suis le professeur, j'ai préparé peut-être des supports de cours, j'ai préparé un cahier de classe d'élèves. Je peux leur mettre un petit message de bienvenue, hein, parce que c'est quand même la base. On va faire les choses, correctement. Voilà, je vais leur souhaiter bienvenue à bord de ma classe, comme ça quand ils arriveront, ils verront tout de suite mon message, hein, ce sera un petit peu plus sympa. Et là, je vais cliquer sur les petits points à côté du nom de l'équipe et je vais cliquer sur ajouter des membres. Et donc là, je vais chercher quelques élèves
Alors je vais prendre, un échantillon, hein, je vais pas prendre tous les élèves de mon école, mais voilà, on va chercher, ici, un petit échantillon de 6 personnes, par exemple. Voilà, je vais me faire un groupe classe de 6 élèves et donc comme on le voit à l'écran, il me suffit de taper le début du nom de famille ou le début du prénom de n'importe qui dans mon école, au point de vue de ma plateforme numérique et Teams est capable de les retrouver et à partir de là, j'appuie sur le bouton «Ajouter» et maintenant les élèves sont dans mon équipe. Voilà, c'est fait. Et donc du coup, ils ont été ajoutés au préalablement, Alors là, c'est tout le processus, on parlait de plateforme d'école, hein, tout OK. à l'heure et donc via l'outil d'administration, la personne qui gère la plateforme, de l'école doit bien sûr créer ici, des, utilisateurs et donc chaque, ligne ici est un utilisateur de la plateforme Office 365 académique de l'école. On voit qu'il y a des étudiants, qu'il y a des enseignants, hein, j'ai beaucoup de monde ici et donc voilà et à chaque fois que quelqu'un est présent dans cet annuaire, Teams est capable de le retrouver. OK, génial. Et alors, il y avait une question aussi par rapport aux parents. Est-ce qu'il y a un rôle, parent? Est-ce qu'ils peuvent avoir aussi accès? Est-ce qu'il y a un rôle, directeur qui a accès à tout? Est-ce qu'il voit tout? Heu, Alors, oui, la question est multiple. On va d'abord parler du parent. mmh Il n'y a pas de statut, parent à part entière dans Teams. Ça ne signifie pas qu'on ne puisse pas les intégrer. Simplement, comme Teams va fonctionner pour des écoles allant de la maternelle jusqu'à la fin de l'université, forcément, il va y avoir des comment dire? Des besoins différents. Donc généralement déjà dans un espace numérique pédagogique, je parle ici un peu plus d'expérience, il faut jamais mélanger des élèves et les parents de ces élèves et le prof dans un même espace unique. Il faut cloisonner les choses parce que sinon la pédagogie et le rôle parental, viennent, entrer en conflit ou en confrontation et ça rend les choses très difficiles. Donc dans Teams, comme je peux créer des comptes pour, tous les utilisateurs que je veux, eh bien il y a des écoles qui créent, des comptes au statut parent. C'est-à-dire elles créent dans le nom des comptes, par exemple, moi je serais Sébastien, arrobase, parent.maclassenumérique.be. Donc on crée un petit sous-domaine, si tu veux, Pauline, mentionnant le label parent et on mh. crée des comptes pour ces parents d'élèves, spécifiquement avec leur login et leur mot de passe et alors on peut, tout à fait créer des équipes ici qui seraient une Teams class, mais pas pour y accueillir des élèves, mais par exemple, parents de la classe de 1C. Voilà, je crée cette équipe parent, j'y ajoute ici, bon, je vais faire avec les mêmes personnages, mais c'est le même principe. On pourrait imaginer que ce sont les parents d'élèves ici. Voilà, ils sont dans l'annuaire, hein, donc je vais les retrouver à partir de leur prénom et de leur nom de famille. Et là, j'ai une équipe où je ne vais pas donner des cours aux parents, mais je vais avoir ici un mur de messages où je vais pouvoir échanger avec eux. Je vais pouvoir leur déposer des fichiers en lecture pour les informer des actualités de la classe. Je peux leur partager des liens vers des créations qu'ont faites les enfants. Donc, voilà, je peux me créer un espace numérique spécifique pour communiquer avec les parents et garder mon espace numérique pédagogique, ma Teams Class pour, continuer à travailler à côté avec les élèves. OK. Et du coup, pour répondre à une question, de Lucille, ça dépend du coup dans quelle équipe ils sont et donc ils ont accès qu'aux documents que tu partages dans Donc l'équipe où ils sont? c'est ça, dans Teams, je n'ai accès qu'aux équipes où on m'a donné accès et aux ressources à l'intérieur de mon équipe. Donc dans Teams, je ne peux, jamais voir ici une équipe à laquelle j'aurais pas accès. Dans Teams, je ne vois que ce qui me concerne. Donc tous les carrés qui sont là sur mon écran, soit c'est que c'est moi qui les ai créés, soit c'est que c'est quelqu'un d'autre de mon école qui l'a créé, mais qui m'a intégré dedans. Donc Mmh. voilà, je ne peux jamais, aller quelque part où je n'ai pas le droit. OK, donc ça répond bien à la question: «Est-ce que tous les enseignants de l'école ont accès aux notes ou non?» Ça dépend s'ils ont été ajoutés, S'ils donc sont toutes dans une les équipe équipes ou non. commune, oui, sinon, non. Maintenant, OK. rien n'empêche de faire des équipes de coordination entre professeurs où on peut s'échanger ce genre d'informations. C'est tout à fait, possible. Voilà, donc en fait, finalement, c'est possible d'ajuster l'outil selon comment on a envie de structurer On finalement ses on cours, peut ses exactement, ouais. classes. OK, et tout est, en fait, il faut jouer sur, une équipe. Une équipe, c'est une classe ou une salle de professeurs ou une salle de parents d'élèves et cetera et cetera.
Ouais, c'est ça, voilà. On crée des espaces pour ce qu'on veut et il faut simplement architecturer, en fait, hein, son outil en fonction de ce qu'on veut faire avec. C'est le principe. Je propose qu'on avance un petit peu. Je vois qu'il y a pas mal de questions aussi, sur des sujets qu'on va aborder juste après. Oui, Donc, allons-y. Comment partager des ressources avec vos élèves? Bon, ça, on en a déjà un peu parlé. Comment distribuer de devoirs et tâches aussi, on en a déjà parlé. Peut-être aller un peu plus loin et oui, aussi, bah, voilà, comment tenir, des conférences en ligne, des vidéos. Ça, la question est pas mal venue, bah, du coup, dans l'onglet questions ouais. et ce sera très intéressant de voir un petit peu tout ça. OK, on va voir ces 3 notions maintenant alors. Donc, tout ce qui va être, l'onglet fichiers, on doit publication et fichiers, on doit voir ça vraiment comme des espaces collectifs, hein. Donc on va pas utiliser l'onglet fichiers, basiquement, pour se dire: «Je voudrais que tel document, ce soit accessible qu'à tel élève». On a compris que si je veux de l'individualisation, et on en reparlera encore après, je vais aller dans bloc-notes de classe où je vais faire un devoir spécifique pour l'élève ou les élèves concernés. Donc la bibliothèque de fichiers, je vais créer des dossiers ou des fichiers de départ, des fichiers vierges si je veux démarrer à travailler de nouveaux documents, où je vais utiliser le bouton charger qui va me permettre d'aller chercher des fichiers ou des dossiers de fichiers directement sur mon ordinateur. Je peux aussi classiquement glisser-déposer sur ma fenêtre ici des ressources afin de les mettre à disposition de ma classe. Et donc, je le rappelle, pour moi, le plus important, c'est de travailler un maximum dans support de cours. Si on veut être certain que les élèves ne puissent faire que lire, d'ailleurs c'est marqué hein, ici en toutes lettres, hein, les fichiers de la classe en lecture seule sont accessibles ici, les élèves peuvent lire, mais seuls les enseignants du groupe Teams ici peuvent modifier. Donc ça c'est vraiment la base. Et alors ici, si je crée par exemple un document Word, je vais l'appeler par exemple voilà information sur Teams. Voilà, je crée le document et donc ici, comme je suis dans support de cours, moi, le professeur, je vais avoir la possibilité de travailler dans ce document. Voilà, j'ai ma fenêtre, vous voyez, qui se charge, j'ai bien ma barre d'outils, je vais pouvoir éditer les choses et les élèves, eux, ils auront simplement un accès en lecture, à l'intérieur de ce document. Donc je peux vraiment m'en servir comme, une ressource dynamique avec ma classe, hein, je vais pouvoir leur écrire un texte: «Bonjour les élèves». Ils peuvent me voir, le taper en direct, hein, si les élèves sont connectés sur le document, c'est vraiment, interactif. Ils vont pouvoir constater en temps réel les modifications que je fais, dans les ressources. Donc, voilà, ça c'est un premier exemple et une première réponse. Le même principe s'appliquera aussi sur des fichiers déjà existants que je dépose dans la bibliothèque de fichiers. Là, je les reprends simplement dans l'état où je les avais, laissés la dernière fois que j'ai travaillé dedans. On peut mettre tous les types de fichiers qu'on veut, mais il y a que les Word, les Excel, les PowerPoint, donc les fichiers reconnus en Office qui sont éditables directement dans Teams. Si je mets d'autres formes de fichiers, il faut que je les édite alors avec le bon programme local sur mon ordinateur qui est capable de faire ce travail. Donc pour les devoirs, avant de passer aux conférences, j'ai montré un petit peu, hein, et donc le principe, je dis c'est ce bouton de création et globalement, on va dire qu'il y a 2 types de devoirs. Il y a les affectations, donc ça, c'est un devoir, comme je l'ai montré tout à l'heure, où je vais pouvoir composer les choses de toutes pièces. Je choisis un titre, je mets des consignes, je choisis des ressources. Je vais faire un exemple, hein, devoir exemple. Je vais dire par exemple: «Consulte ce site et rédige une synthèse». Voilà, je vais faire un travail. Je vais cliquer sur «Ajouter une ressource» et comme je demande à mes élèves de faire une synthèse, je vais leur faire un nouveau fichier Word que je vais appeler synthèse. Et chaque élève va recevoir une feuille dans Teams qui s'appelle synthèse dans le devoir, et l'élève va devoir compléter cette feuille pour me la rendre. Je parle aussi d'un site internet, donc je vais aller dans lien et je vais par exemple prendre un site internet et je vais le nommer comme site à lire pour la synthèse. Voilà. Et je le joins également. Et donc tu vois ici, j'ai mon document de travail pour chaque élève et le site qu'ils vont devoir aller consulter. Je vais dire que c'est un travail, par exemple, de 10 points. Je le donne à toute ma classe. Vendredi 23h59, dernier délai, et je le distribue.
Et là, la distribution, elle va prendre, quelques secondes. Ça prend en général moins d'1 minute et à partir du moment où le devoir a été, distribué, j'ai la capacité directe, en tant que prof, d'aller consulter la copie de mes élèves. Donc je vais avoir le lien, je vais avoir un petit bouton qui va me permettre d'aller voir, la feuille de chacun et de chacune de mes élèves. Ici, voilà, le temps de la distribution, voilà, la petite pastille me notifie, elle notifiera aussi mes élèves, hein, que j'ai donné un nouveau travail C'est et est-ce là que c'est le seul moyen, pour qu'ils voient qu'ils ont un devoir? Est-ce qu'il y a une autre, manière alors, dont donc les s'ils ont élèves sont l'application notifiés? Teams installée sur n'importe lequel de leurs, appareils, ça va notifier tout de suite. S'ils n'ont pas, Teams installé et qu'ils ne se sont pas connectés à Teams au moment où je faisais le devoir, ils recevront un mail dans l'heure qui suit la diffusion du devoir, les informant que leur professeur a créé un nouveau devoir dans Teams et ils doivent aller dans Teams pour, le constater. Et donc, ici, voilà, mon tableau de bord est prêt. J'ai la liste de ma classe et ici, j'ai un bouton qui m'indique si mes élèves ont déjà ouvert le travail. Donc là, pour l'instant, personne, n'a rien ouvert du tout. Admettons que, par exemple, Luc, aurait déjà commencé à ouvrir et à travailler. Je peux cliquer ici et là, j'ai déjà une vue sur la feuille de Luc. Donc je pourrais voir s'il a déjà écrit des choses. Je pourrais cliquer sur le bouton «Modifier» ici pour ouvrir ce document ici dans mon navigateur, dans mon Teams et je pourrais constater, je pourrais modifier des choses éventuellement pour, aider ou corriger, Luc. Donc moi je peux écrire, hein, dans, dans le document. Tu dois, Mmh mh. écrire ici, voilà et je peux même, sans altérer le document de l'élève, sélectionner des morceaux du travail et utiliser le bouton commentaire pour mettre des post-it que l'élève verra lorsque il ou elle reviendra dans son document pour continuer à travailler. Donc, quand Luc reviendra sur sa feuille, il verra, ce post-it et il pourra voir que moi, Sébastien, son professeur, je lui ai laissé ce message, pas mal. Il pourra répondre, à ce commentaire et donc on a vraiment un suivi, personnalisé et individuel des élèves dans les tâches qu'on donne. On ne se contente pas de donner du travail pour donner du travail, mais on peut vraiment faire du suivi pédagogique à court, moyen ou long terme. Je pense à des TFE, des travaux de fin d'année, des présentations, des conférences que les élèves doivent présenter. Donc voilà. Voilà, Heu, je crois que ça va répondre à pas mal de questions. Il y avait une question notamment de Marie-France sur, la correction, des devoirs. ah oui, ça me fait penser, alors je reviens un instant, pour finir le propos, comme ça je pense qu'après on ne devra plus trop en parler. Bah, ici je mettrai le commentaire quand Luc m'aura rendu le travail, hein, officiellement, qu'il aura appuyé sur son bouton retourner. Moi je lui mettrai bravo par exemple et je lui mettrai ici ses points. Et de là, je peux choisir, hein, de rendre sa copie corrigée à Luc tout de suite ou d'attendre d'avoir corrigé pour toute ma classe et de leur rendre les feuilles d'un seul coup. Et là, j'aurai la possibilité de choisir un autre élève de la classe, par exemple le petit, Dart et aller voir aussi, son travail, le commenter, le coter et je peux comme ça naviguer, dans tous les élèves avec les petites flèches qui sont là, corriger tout le monde et enfin, le moment venu, rendre les copies. Ici, j'ai rendu la copie de d'Arvador juste pour montrer que mon tableau de bord, il est composé en fait de 2 parties. Les élèves que je dois encore corriger, et les élèves, donc ici Luc par exemple, je lui ai mis des points, je lui ai mis un commentaire, mais comme je lui ai pas rendu sa feuille, il est encore dans mes élèves, non finalisés. Tandis que Dark Vador, je lui ai corrigé sa feuille et donc il est dans les élèves notés. Je peux revoir les points que je lui avais mis. Si j'avais oublié de mettre une cote, je peux la rajouter après, hein et je peux voir le commentaire et je ne lui avais pas, laissé de commentaire, donc je peux corriger ça aussi, après coup. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut toujours rattraper, la sauce en fait dans Teams, on le prof a toujours ce moyen de rétroaction, après coup. Voilà Génial, génial. et donc si je pense que là on a fait le tour des devoirs, je pense par rapport aux questions que tu avais reçues et on va s'intéresser à la conférence, Oui, j'imagine? conférence et pas mal de questions sur, évidemment tout ce qui est vidéo. OK, Il y avait mais ça des c'est tout est lié cours dans le mode conférence, donc on mmh va mh. on va en profiter. Alors, pour lancer une conférence, il y a 2 chemins pour le faire. Si je sais déjà que je veux faire une conférence avec ma classe, bah, je vais dans ma classe, hein. Je vais dans mon équipe classe, ici dans ma Teams de 4G et en bas du mur de publication, j'ai un bouton ici qui est une, caméra. J'appuie sur cette caméra
Et là, j'ai la possibilité, alors ici ma caméra ne peut pas être activée parce qu'elle est déjà utilisée pour le webinaire que nous animons ensemble, donc mais sinon vous avez la possibilité de voir un rendu ici de votre caméra. Et là, vous pouvez donner un titre à votre conférence. Donc là, je vais l'appeler, conférence d'exemple. Voilà. Et là, 2 choix, la lancer maintenant, tout de suite, ou bien la planifier. De sorte que je vais pouvoir alors fixer, une date, une heure précise. Donc, je vous montre le bouton de planification, hein, comme ça vous voyez un petit peu, hein. Là, vous avez le titre. Vous avez ici la classe qui est liée à cette conférence, hein. Et là, vous avez même l'option de rajouter des participants supplémentaires qui ne font pas partie de la classe. Il suffit alors de taper, de nouveau leur nom dans l'annuaire, ou bien si ce sont des personnes extérieures, de taper, leur adresse mail, comme par exemple ici, voilà, je vais m'inviter à partir de mon adresse, professionnelle. Voilà pour l'exemple, hein, alors pas Microsoft, mais bon, soit c'est pas grave. Voilà, et donc ici, en tapant les adresses, je peux rajouter des destinataires qui recevront un mail pour participer à la conférence. Donc on est bien clair, hein, ces gens, ils auront accès qu'à la conférence, ça ne leur donne pas accès à l'équipe, c'est juste, ils pourront participer à l'événement en ligne que je vais donner. Je choisis la date de début et l'heure de début, la date et l'heure de fin. Je peux mettre ici un petit descriptif, hein, de ce que je vais y présenter. Et enfin, j'ai le bouton envoyer qui va faire partir, le message, aux personnes, ici de la liste et qui va également notifier, dans leur, calendrier, Outlook ici, et Teams, mes élèves de la conférence. Et donc là, on voit que juste ici, j'ai une nouvelle publication pour ma classe qui vient d'être créée automatiquement, qui dit que j'ai prévu à 16 heures le 26 mars une conférence d'exemple avec eux. À ce moment-là, beh, il suffit de cliquer, sur le bouton, hein, on revient sur les options et là, on voit que Teams crée automatiquement un lien de participation et ça peut être très pratique parce que je peux faire une conférence avec les élèves de ma classe, mais me dire: «Je pourrais copier ce lien et je pourrais l'envoyer, pourquoi pas, aux parents alors de la classe pour faire une grande conférence enfants et parents, tout le monde ensemble avec moi, pour prendre des nouvelles de leur santé pendant le confinement et cetera» et donc ce lien, les personnes à qui je vais le donner, quand elles cliqueront dessus à l'heure voulue, va les emmener directement dans ma conférence sans qu'elles ne doivent rien installer ou rien configurer. Donc j'ai vraiment cette souplesse de jouer soit sur un groupe spécifique, soit de récupérer un lien ou de taper les adresses pour inviter des personnes supplémentaires. La Petite je question Vas-y, justement, là je vais t'interrompre. Il y a une vas-y. question, une conférence, ça peut supporter combien d'élèves et combien de participants si on l'ouvre à d'autres? 250 Voilà, donc par c'est pour conférence, hein, c'est pas en tout pour l'école, hein, c'est par conférence. répondre à Et la question de si Nathalie. jamais l'école veut organiser quelque chose de plus de 250 personnes dans l'audience, il y a alors un bouton spécial, que je vais vous montrer dans un instant, qui permet de créer ce qu'on appelle non plus une conférence, mais un live Teams qui peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Par contre, une école ne peut pas faire plus de 25 lives simultanés sur sa plateforme. Sinon, ça ferait beaucoup de gens connectés. Alors, juste pour terminer, avant de montrer où est le bouton live si jamais, il y avait le besoin, je voulais juste montrer le bouton d'option de la réunion. Il n'apparaît que quand la réunion a été déjà, planifiée, hein, donc il n'apparaît pas au moment de la création, il faut revenir après. Mais ça permet, et ça c'est un point très important, que le professeur qui crée la conférence, ici, se mette présentateur ou présentatrice unique. Ça, c'est un point important. Teams est d'abord pensé pour la collaboration, et la formation de pair à pair et donc par défaut, quand on fait une conférence dans Teams, tous les participants sont potentiellement co-présentateurs avec le professeur. Dans le sens où je pourrais alors donner la parole à mes élèves pour qu'ils puissent partager leur écran et montrer des choses. Je conseille vraiment d'aller faire ce changement professeur uniquement. Le professeur pourra, pendant la conférence, et je vais le montrer après, changer le rôle des personnes en temps réel pendant l'événement, mais il vaut mieux au départ que la conférence soit en mode professeur, présentateur ou présentatrice uniquement. Voilà. Avant de lancer alors une conférence, je vais vous montrer le bouton calendrier à gauche. Et c'est là où vous avez une petite flèche tout en haut de ce calendrier. Le bouton réunion vous permet de créer une nouvelle conférence exactement comme celle que je viens de montrer. Mais si vous appuyez sur cette flèche,
vous avez la possibilité alors d'accéder au bouton événements en direct qui peut, permettre, des événements de très, très grande échelle. Mais mon conseil vraiment, c'est si vous restez en dessous d'une jauge de 250, faites des réunions, ce sera vraiment, vraiment le mieux. Alors, je vais revenir dans mon équipe et je vais lancer la conférence pour vous montrer comment ça se passe, pendant la conférence. Donc je vais la rejoindre maintenant, ma conférence, et donc au moment de rentrer dans la conférence, Teams me demande: «Est-ce que je veux activer, la caméra, ou pas? Est-ce que je veux activer le micro, ou pas d'entrée de jeu?» Et j'appuie sur «Rejoindre». Et à partir de là, j'ai ici le panneau de ma conférence. Donc pour l'instant, je suis seul, donc Teams me prévient que je dois attendre les autres, participants, et donc j'ai à disposition une série de boutons. En tant que professeur et donc présentateur, j'ai, cette petite barre complète avec plusieurs fonctionnalités. Les petites silhouettes me permettent de voir qui est connecté ou en tout cas qui est susceptible de l'être. Ici, j'ai par exemple les élèves de ma classe où j'ai organisé la conférence, ils apparaissent. Je vois qu'ils ne sont pas connectés malheureusement, et donc là pour l'instant, je ne m'attends pas à les voir, arriver, directement. Mais au fur et à mesure que les autres participants rejoindront la conférence, leur nom viendra dans la partie des participants en dessous du mien. Donc les suggestions ici, je pourrais les ranger et je vais avoir une liste, ici, de plus en plus grande en fonction des gens qui me rejoignent. Et en tant que présentateur, je vais pouvoir, fixer certaines règles durant ma conférence, et ici, je vais essayer juste de connecter en parallèle le compte d'un élève, si, ma connexion tient le coup. A priori, oui, ça devrait le faire. Donc je vais Je t'entends ici, toujours, donc ça va. ouais, super, voilà, super. Donc je vais ici faire rejoindre un élève de la classe à la conférence. Voilà. Alors je vais appuyer, je coupe tout ceci et donc là, normalement, dans quelques secondes, voilà, regardez, Luke Skywalker vient de nous rejoindre. Nous avons Ouh! énormément de chance et je vois que, voilà, moi je suis maintenant devenu présentateur et Luc est participant. Et donc Luc, je vois que son micro est coupé. Mais si Luc, par exemple, réactive son micro, ça crée de l'écho chez moi, mais c'est temporaire, je peux cliquer et lui couper son micro. Luc pourra le réactiver spontanément, mais je suis informé dans mon tableau, je peux voir à tout moment qui a le micro branché ou pas. Je peux rendre muet les personnes en temps réel. En cliquant ici, je peux également, par exemple, à un moment donné, si je veux justement que Luc s'exprime par rapport au reste du groupe, je peux épingler Luc. Et tous les autres membres de la conférence verront alors la caméra de Luc, ici en lieu, pour l'instant c'est sa photo car il n'a pas branché sa webcam, mais ils le verront lui et comprendront que c'est lui qui parle et qui s'exprime à l'ensemble du groupe. Je pourrais le détacher et je pourrais, si à un moment donné il fait le zouave, l'éjecter de la conférence. Donc on a vraiment un bel outil de contrôle et de gestion sur ce qui se passe durant la conférence. Et du coup, on sait savoir, qui était présent, lors de la conférence? Oui, donc on a une trace de l'historique de qui, Mmh. a rejoint et a quitté. Ça, on va le voir avec le bouton du phylactère ici, puisque je vais avoir, ici un petit historique en fonction des connexions, surtout des déconnexions de qui, arrive et repart, dans l'événement. Et donc, j'aurai ce petit tracé ici mélangé avec, les discussions, le chat, hein, que les participants peuvent utiliser. Si je leur dis par exemple de ne pas utiliser le micro, je leur demande d'interagir avec moi par cette barre de chat et je pourrais conserver alors, un historique, ici, global. Il faudra retracer un peu l'histoire de la conférence, mais je saurai m'y retrouver. Est-ce qu'on Heu sait enregistrer la conférence? Absolument. Donc en tant que présentateur, donc il faut être présentateur de la conférence, j'ai un bouton ici avec 3 petits points et je peux ici lancer l'enregistrement. Si je fais ça, il y a une pastille rouge qui vient de s'allumer ici et tous les participants de ma conférence, voient une bannière bleue au-dessus de leur écran qui les informe qu'à partir de maintenant, c'est enregistré. Et donc tout ce qu'on va dire, montrer, faire pendant cette conférence va devenir une vidéo lisible par les participants de la conférence après celle-ci, dans l'équipe Teams, où j'ai organisé la conférence. Donc je vais montrer ça juste après. À tout moment, je peux stopper cet enregistrement
Je peux faire des morceaux en fait, hein. Je peux prendre par exemple le début de ma conférence, stopper pendant 10 minutes pour parler d'autre chose, puis refaire un enregistrement de 15 minutes. Chaque segment que j'enregistre va devenir une petite ou grande vidéo que les élèves ou les participants en tout cas de la conférence pourront aller revoir. Les gens qui revoient la vidéo ne peuvent faire que la revoir. Ce sera du streaming. Ils n'ont pas la possibilité de télécharger de fichiers copie vidéo. Il n'y a que le présentateur ou la présentatrice qui a géré cet enregistrement qui aura accès, à l'option en tout cas de télécharger un fichier d'archive. Peut-être j'en profite aussi pour montrer alors le dernier bouton, dont j'ai pas encore parlé, qui est le bouton partager. Le bouton partager, il va permettre au présentateur ou à la présentatrice de la conférence de partager au choix un PowerPoint qui va, par exemple, ici, défiler à la place de l'image caméra et des portraits en arrière-plan. Et donc là, je peux expliquer des choses à mes élèves, à mon audience, à partir de ces slides. Les participants peuvent naviguer par défaut dans les slides à leur rythme, mais si le présentateur ou présentatrice coche le petit œil ici, alors tout le monde avance au rythme des diapos qui défilent par le speaker ou la speakerine. Le bouton le plus puissant, je pense, de partage, c'est celui de gauche, c'est partager son écran. Lorsque je vais cliquer là-dessus, je peux choisir de partager tout mon écran d'ordinateur ou l'un de mes écrans ou une des fenêtres ouvertes sur mon ordinateur ou l'un des onglets de mon navigateur pour ne donner vraiment qu'une vision, spécifique à mon audience d'une fenêtre particulière et leur, expliquer les choses, leur montrer les choses, directement sur ma, machine. Et du coup, vous pouvez ensemble travailler sur un document partagé, pendant la conférence? Oui, c'est une possibilité. Dans ce cas-là, vu que les documents sont en coécriture par défaut dans Teams, ce que le professeur peut simplement faire, c'est faire un partage d'écran, en effet. Et donc ici, je vais par exemple prendre, cette fenêtre-là, voilà, conférence d'exemple, je vais la partager. Et donc là, dans la fenêtre en question, je vais pouvoir, ouvrir, pourquoi pas dans Teams, dans mon équipe. Voilà, hein, là, les gens me voient naviguer dans Teams, hein, mes élèves me voient et je peux aller dans la bibliothèque de fichiers et je vais pouvoir leur parler de ce fameux, document, dans support de cours que j'ai créé, information sur Teams. Donc là, je suis en vue élève, hein, je suis dans la vue de Luc et ils vont pouvoir me voir, taper, ici, par rapport au document et si c'est un document en coécriture, eh bien, mes élèves auront la barre complète ici d'édition et on va pouvoir taper ensemble dans le document. Mais donc la coécriture n'implique pas de faire une conférence. Ça, c'est un point très important. Voilà, c'est que si je veux faire de la coécriture avec mes élèves, je n'ai qu'à faire un document dans la bibliothèque de fichiers et le mettre en dehors de support de cours. Et je vais pouvoir taper dedans en direct avec tous mes élèves. Ça, c'est le principe. Ouais. Génial, génial. Donc, un outil, assez puissant, heu, surtout qu'on sait enregistrer, on Ouais, sait partager, on sait, ouais, prendre, donner le ouais, contrôle aussi sur un ouais, fichier. tout à fait, tout à fait. Je peux nommer aussi, tu vois, Luc, je pourrais le nommer présentateur, tu vois? Pendant un OK. moment. Il est pas obligé de l'être pour toute la conférence, mais comme ça, lui pourra partager son écran avec les autres. Parce que le partage et l'enregistrement, c'est 2 privilèges du présentateur de la conférence. Alors il y avait, Marie et Fabienne qui posaient plus ou moins, la même Mmh. question. C'est de: «Tiens, est-ce qu'on peut préenregistrer, une vidéo?» Donc là, je suppose qu'on sort de Teams, hein, pour, faire, une capsule vidéo, Oui, préparer sa vidéo. Là, je pense qu'on vous orientera plutôt vers un webinaire qui sera faire des capsules vidéo. exactement, Heu, donc heu, donc voilà. Heu, mais après, est-ce qu'on peut partager cette vidéo dans Teams? absolument. Alors, donc Teams, faisant partie de la plateforme Office 365, intègre, une plateforme vidéo à part entière qui s'appelle Stream. Donc si je dois grosso modo, résumer, hein, Stream, c'est un peu comme YouTube, mais que de l'école. C'est-à-dire c'est une plateforme où les professeurs peuvent aller déposer des vidéos. Il faut avoir le fichier vidéo évidemment, hein, et ce fichier vidéo qu'on vient déposer sur Stream, il devient une vidéo en streaming que je peux alors partager avec des audiences dans ma plateforme. Et donc ici, j'ai pas mal de fichiers, vidéo. C'est juste pour montrer, hein, où ça se passe et donc du point de vue de Teams, à partir du moment où j'ai simplement
poser ma vidéo dans Stream, hein, je vais dans, tu vois, ici, créer, charger la vidéo, je la dépose dans cette fenêtre, je laisse Stream la transformer, hein, pour qu'elle devienne une vidéo de streaming. Ensuite, je vais dans ma classe, j'appuie sur plus, et là, j'ai un bouton Stream. J'appuie dessus, et là, je peux créer comme sur YouTube des chaînes carrément, hein. Par exemple ici, je pourrais faire sur Stream une chaîne «Il était une fois la vie», dans laquelle je vais déposer des enregistrements que j'ai faits, de «Il était une fois la vie» pour mes cours de sciences. Je vais faire enregistrer, et dans mon équipe maintenant, mes élèves ont un bouton «Il était une fois la vie», et dans ce bouton, ils ont toutes les vidéos que j'ai mises dans cette chaîne. Et donc ici, par exemple, ici, une vidéo, voilà, «Il était une fois la vie», voilà. Et donc voilà. Et en plus, les vidéos qu'on va mettre là comme ça dans Teams et dans Stream, elles possèdent une caractéristique, c'est que le professeur peut y insérer des questionnaires interactifs, Microsoft Forms, à des moments clés de la vidéo. Donc ici, par exemple, on a vu qu'à la 8e seconde, là mon PC rame un petit peu parce que je suis en webinaire et en conférence dans la conférence, mais on a donc un questionnaire qui se charge à la 8e seconde de la vidéo. Mes élèves doivent alors répondre aux questions que j'ai posées, me renvoyer les réponses que je reçois dans mon tableau de bord du questionnaire. Et une fois que c'est validé, voilà, l'élève peut avoir son feedback automatique, c'est une option, c'est pas nécessaire, et ensuite continuer la vidéo et reprendre. Donc c'est même plus qu'un simple dépôt de vidéo, on peut carrément en faire des mocks, on peut en faire, on peut transformer grâce à Teams et Office 365 des vidéos en vidéos pédagogiques interactives. Voilà. C'est vraiment génial. C'est, un outil vraiment assez puissant. Il y a beaucoup, Ouais. beaucoup, d'options. C'est sûr que ça doit être, un peu perturbant quand on commence, mais Par super, super étapes, on va intéressant. par échelon, tu Ouais, vois? Il faut pas, ouais, voilà, faut ouais. pas avoir peur. Par étape. Alors, je vois qu'il y a énormément, de questions assez spécifiques. Donc ici, on va quand même se concentrer sur un peu toutes les fonctionnalités possibles dans Teams, mais on va pas répondre à vos questions qui portent sur: «Tiens, ce Moi, dans bouton-là mon ne marche école, pas». j'ai le Voilà, bouton truc muche, non, voilà. Mais, voilà, par contre, oui, tu en parleras à la fin, je mets en place des espaces pour ce genre d'interaction, tous les voilà. jours sur internet. Sébastien fait des permanences sur Teams, Ouais, pour expliquer Teams et tous les outils de la gamme, Microsoft finalement. Donc ne vous inquiétez pas, on vous redirigera aussi vers, toutes ces ressources. Ici, c'est vraiment, une, 1re prise en main de Teams et de voir un peu tout ce qui est possible et est-ce que finalement, cet outil vous servira? Et je pense que c'est un outil très, très, très intéressant, surtout, pendant cette période de, confinement. clairement. Donc, OneNote, je pense qu'on en a, déjà parlé dans les questions. Cahier virtuel, qu'est-ce que c'est un cahier, virtuel et Parfait, on va rebondir là-dessus. quelles utilités? Alors voilà, donc je vais f juste maintenant faire le lien, encore un instant dans Teams avec ça, et ensuite on va Mmh. switcher. Donc quand on fait un Teams classe, on a un bouton bloc-notes de la classe. Je l'avais très rapidement, décrit tout à l'heure, hein, et donc ici, mon bloc-notes, de classe, la première fois que je vais appuyer dessus en tant que prof, je dois le configurer. Donc je vais juste appuyer sur le bouton, et là, il me demande simplement: «Est-ce qu'on démarre avec des pages vides, ou est-ce que tu veux que je récupère, des pages d'un ancien cahier virtuel, d'une autre classe, d'une autre année ou d'un autre cours pour, voilà, pour, ne pas redémarrer à zéro?» Moi, je vais faire simple, je vais partir avec rien. Là, j'ai une petite page d'information, je ne vais pas la lire maintenant, je vais l'expliquer un peu plus tard. Je vais appuyer simplement sur suivant, et là, il y a une dernière question. Teams et le bloc-notes de classe me demandent: «OK, dans, le bloc-notes de classe, il y aura un intercalaire pour chaque élève. Est-ce que tu veux que je fasse pour chaque élève une série d'intercalaires dans son intercalaire? Pour ranger un petit peu les choses.» Et donc là, je peux choisir, de renommer éventuellement, ces intercalaires, de les supprimer, d'en faire en plus, hein. L'idée étant donc de personnaliser, de manière globale à l'échelle de ma classe, la manière dont ils vont ranger les feuilles dans ce classeur. Quand je suis prêt, j'appuie sur créer, et là,
pendant 10, 20 secondes, 1 minute maximum, Teams va configurer le cahier, pour ma classe. Et à partir du moment où il est prêt, mon écran va se recharger et là, j'aurai un cahier OneNote de la classe, à disposition pour, faire, du travail individualisé avec mes élèves. Voilà. Tu vois, j'ai bien timé ma phrase, hein, je finissais et paf, il a chargé. Et donc voilà, là le cahier est configuré, il est prêt et donc voilà, le cahier virtuel de la classe, le cahier OneNote, c'est ceci. Ce qui est caché derrière la flèche, c'est le rangement, c'est les intercalaires. Donc les intercalaires, elles s'appellent des sections et dans chaque section, j'ai des pages. Donc ici, c'est simple, je suis dans l'intercalaire bienvenue, dans la page bienvenue dans le bloc-notes pour la classe et on voit que cet intercalaire contient 2 pages. On peut mettre autant d'intercalaires qu'on veut, on peut créer autant de pages qu'on veut par intercalaire, et chaque page a une longueur infinie. Donc c'est comme un site internet, il n'y a jamais de bas. On descend, on descend, on descend, on descend. On ne sait pas faire de saut de page, parce que c'est vraiment comme des pages internet. Et comme je l'avais annoncé, on voit que chacun de mes élèves a reçu un intercalaire. Et que dans l'intercalaire de chaque élève, je retrouve bien la structure en sous-intercalaire que j'avais demandé. Et donc ces espaces-là, un élève ne voit pas l'intercalaire des autres. Un élève ne voit que son intercalaire. Et donc, je vais pouvoir ici aller déposer des petites questions pour Luc. Je vais pouvoir lui donner peut-être une petite session d'exercice en plus. Donc, l'idée, ça va vraiment être d'utiliser ça pour de l'individualisation, mais pas forcément pour de l'évaluation. On peut le faire si on a envie, hein, mais l'évaluation, on a vu qu'on avait un bouton devoir qui nous permettait de faire des choses de manière automatisée. Cependant, mais on peut faire plein de choses dans le cahier OneNote. Alors, le cahier OneNote de la classe, ici, on voit qu'il y a plusieurs boutons et fonctionnalités. Et donc, je vais maintenant montrer peut-être assez rapidement quelques fonctionnalités très intéressantes de ce qu'on peut faire dans ces pages. Parce que contrairement à un traitement de texte, OneNote, le cahier de la classe, permet de faire des choses qu'un Word ne permet pas. Et je vais vous montrer deux, trois petites choses. Avant d'aller, plus loin, je voulais préciser que le cahier de la classe dans Teams, on peut l'ouvrir et l'éditer dans Teams, mais on a également un bouton qui me permet de le télécharger localement sur mon appareil, sur mon ordinateur ou ma tablette. Et dans ce cas-là, je vais avoir le cahier de ma classe qui va s'ouvrir, dans mon application locale sur ma machine et dans ce cas-là, je peux même travailler dedans quand je suis déconnecté d'internet. Et ce que je ferai dans le cahier alors va s'enregistrer et quand mon appareil récupère internet, ça va faire remonter tous les changements, dans le Teams de la classe, pour que l'ensemble de mes élèves reçoivent, mes modifications. Et c'est ça qui est chouette, c'est ce côté un peu, déconnecté. Et là, il suffit d'appuyer sur ce bouton et alors le cahier va se rouvrir. Je vais, d'ailleurs en profiter pour changer de fenêtre parce que, donc je vais ici appuyer sur le bouton d'action, voilà, je vais repartager OK, une OK. autre fenêtre de mon écran et je vais prendre voyons voir. Que va-t-il nous partager? Oh, écoute, ça va aller. Bah, je vais prendre l'intégralité de mon écran, voilà et donc Oh! ici, normalement, est-ce que tu me confirmes que vous avez Oui, bien mon bloc-notes de classe sous les yeux? Voilà. oui. En fait, pendant que je vous parlais, j'avais appuyé sur le bouton pour télécharger le cahier de ma classe et donc là, il s'est ouvert, sur mon ordinateur et je voulais juste vous montrer que c'est la même chose, hein. Vous voyez, c'est la même page avec les mêmes élèves et les mêmes intercalaires, mais là, je l'ai vraiment en plein écran et voilà, les boutons sont un tout petit peu plus rapides, et donc je ne dépends plus systématiquement d'internet et donc ça, c'est vraiment super et là, le petit nuage, tu vois, Pauline, qu'on voit ici, il me dit que tout ce que je fais va s'enregistrer, en ligne en même temps et Mmh. si je suis déconnecté, beh, j'aurai une alerte qui me dit: «Attention Seb, tu es déconnecté, mais j'enregistre tout et je sauvegarde, en ligne dès que j'ai internet». Voilà et donc maintenant je vais, vous montrer un petit peu des pages. Donc je vais créer une nouvelle page avec le petit bouton ici. Je vais mettre une page d'exemple et donc ce qu'on peut faire dans un cahier, par rapport, à un document Word, déjà, la mise en page, je ne vais pas m'attarder, mais ce qui est vraiment chouette, c'est les balises.
Je peux insérer dans des pages, des balises, par exemple, à des boîtes à cocher et donc mes élèves vont pouvoir, dans le document, aller cocher, les objectifs, au fur et à mesure. Par exemple, dans une page que je donne au petit Luc, je pourrais lui donner une session d'exercice et lui dire: «Voilà, tu coches au fur et à mesure où tu penses maîtriser les notions». Donc je peux, jouer sur des boîtes à cocher. Je peux avoir des balises, questions aussi. Si les élèves écrivent dans leurs feuilles virtuelles et qu'ils veulent, me demander: «Monsieur, j'ai pas compris», voilà. Pour attirer mon regard, ils peuvent choisir de mettre une balise question quelque part dans la page. On voit ce point d'interrogation et en fait les balises que je crée, je peux les chercher et donc quand je fais une recherche dans mon cahier, je peux chercher ici, questions et on voit que là, voilà, les indicateurs de questions, là, je vois toutes les questions qui ont été posées dans, tous les cahiers de mes classes et je peux passer, d'une question, à une autre, en cliquant ici. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ça crée, comme des liens, en fait, entre plusieurs pages ou plusieurs cahiers. Ce qui est vraiment super aussi, alors on l'a aussi dans Word, mais peu de gens le savent, pardon, c'est, la fonction dicter le texte. Donc ici, par exemple, si je me mets en langue française, je vais pouvoir ici bonjour et bienvenue dans cette conférence. Alors, j'ai peut-être coupé mon micro un peu tôt, voilà, pardon, j'ai appuyé un peu trop vite, mais on voit qu'il a parfaitement compris le début de ma phrase et il est capable donc de retaper, du texte, directement. Alors ça, c'est vraiment bien. Alors dans insertion, là, on a plein de choses vraiment, géniales. Je ne vais pas tout montrer, hein, mais je vais par exemple montrer, 3 choses vraiment, incroyables. Je peux insérer, un PDF dans une page OneNote et là regardez, hop, voilà, le PDF s'imprime dans la page. Et donc là, il y a le lien pour que les élèves puissent éventuellement télécharger, une copie du PDF s'ils veulent en garder une. Et là, j'ai le PDF qui est dans ma page. Et comme dans OneNote, j'ai un bouton dessin, je vais pouvoir, ici, directement dans le cahier de ma classe, surligner, entourer, annoter, directement ici, dans les feuilles. Et ça, c'est un truc vraiment, vraiment super génial. Génial, Ouais, vraiment alors je génial. peux voilà, je peux aussi évidemment, prendre, alors c'est ça oubi c'est ce qui est vraiment bien aussi, mes blocs de texte, je peux les déplacer comme je veux et donc je peux tout à fait insérer mes objectifs, tu vois? Par-dessus mon PDF ici dans le coin, comme ça mes élèves lisent et puis ils vont checker après, les petites boîtes, en fonction. Donc voilà, on sait construire en fait ce qu'on veut. Toujours dans insertion, un truc que j'adore, je peux enregistrer des messages audio pour mes élèves. Donc ici, je vais faire un exemple. Coucou Luc, j'espère que tu vas bien chez toi. Et donc ici, maintenant, il y a un petit fichier MP3 que l'élève peut lire. Moi aussi, ou l'élève, on peut le télécharger pour en garder une trace, hein. Et en fait, quand je vais appuyer dessus, alors je ne sais pas si on l'entend chez vous, parce que ça sort de mes baffles, hein, mais voilà, ça rejoue la phrase que je viens de dire. Et moi et mes élèves, on peut se laisser comme ça dans les pages du cahier des petits messages sons. Alors pour les profs de maths, j'imagine qu'il y en a dans l'assemblée, il y a aussi tout un système de notation mathématique. Donc on a tous les symboles, de calcul, basiques, jusqu'à très, 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 très avancés pour leur permettre d'avoir une typographie impeccable, pour leurs cours de maths, sans avoir besoin de passer par du latex ou, des éditeurs d'équations, donc tout est repris dedans et alors ce qui est vraiment topissime, je vais le montrer ici, c'est que je vais vite faire, par exemple, 4, voilà, x carré plus 2 égale 6. Je vais sélectionner ce truc, désolé, hein, je l'ai fait à la souris, d'habitude je le fais sur mon PC tablette, mais ici, je suis branché sur une plus grosse machine et je vais appuyer sur Math. Et là, regardez, il a reconnu ce que j'avais écrit, il me propose de calculer x, il a trouvé les 2 réponses, il me propose éventuellement le graphique, ainsi que les 2 valeurs de réponse en graphique que je peux insérer, sur la page, hein, je peux d'ailleurs après le déplacer, je peux l'agrandir et alors, ce qui est génial, c'est que quand il a calculé x, il me propose 3 méthodes de résolution du calcul, racine carrée, quadratique ou différence des carrés. Je vais faire la différence des carrés pour les produits remarquables et regardez, en 5 étapes, j'ai tout l'explicatif de comment il a fait pour trouver ses réponses. Je peux changer de méthode, hein, et là j'aurai un autre système et en plus, il peut générer un questionnaire
basé sur ce calcul. Et là, je pourrais choisir de 1 à 20 questions. Là, je vais rester sur 3. Et là, il va me créer un questionnaire interactif, voilà, qui s'insère dans la page, que je peux mettre sous le calcul. Et là, regardez, mes élèves peuvent directement répondre à ce quiz pour voir s'ils ont bien compris, renvoyer la réponse. Ils vont avoir un feedback tout de suite parce que Forms pourra leur dire, OneNote pardon, pourra leur dire si c'était bon ou pas bon. Et là, je me suis copieusement planté et retenter alors une démonstration, un calcul. Donc il y a tout un outillage de calcul, de mathématiques, mais de nouveau du primaire jusqu'à l'université, hein, pour aider à faire vraiment tout ce qu'on veut pédagogiquement dans ces pages. Donc voilà, dernière petite chose que je voulais montrer, je pense ici dans ce cahier, qui est vraiment un truc de ouf si on me passe l'expression. J'adore ça, je vais vite retourner sur mon navigateur internet. Je vais par exemple aller sur, le site de l'université du Colorado. Parce que j'adore ce site, parce qu'ils ont une médiathèque de malades avec des simulations, scientifiques, mathématiques, biologie, physique. Ça va de nouveau du primaire à l'unif, hein, on a de tout, hein, regardez. Vous avez les calculs de surface, l'agitation moléculaire. Moi, je vais prendre par exemple, ici une activité sur les leviers, ça a l'air sympa. Tu vois? Je vais l'ouvrir dans mon navigateur et je vais juste prendre l'adresse de l'animation. Voilà, tac. Je vais retourner dans mon cahier. Je vais aller un peu plus bas. Je vais me mettre ici sur la droite. Voilà. Je vais coller simplement l'adresse de l'animation et regarde bien ce qui se passe. Tac. L'animation est dans ma page. Et donc, ici, voilà, sous réserve de ma connexion internet, eh bien, mes élèves vont pouvoir cliquer sur l'animation, voilà, jouer avec directement dans la page, comme si, voilà, comme si c'était un navigateur internet, mais juste avec ça dedans, quoi. Donc ça, c'est vraiment ça marche avec du GeoGebra, ça marche avec des vidéos YouTube, du Vimeo, des Padlet, des Geniali, des Kahoot, on prend n'importe lequel de ces objets, pédagogiques, numériques par son adresse, tu colles l'adresse et paf, tu tu peux, l'intégrer, et l'améliorer, hein, parce que c'est ça qui va être chouette, c'est que je peux ici, tu vois, rajouter, de la notation à côté sous forme de dessin, et cetera, quoi. Voilà, petit échantillon, hein, de ce que je peux faire, entre autres, dans cet outil. J'ai pas montré tous les boutons, mais voilà, ça c'est un premier aperçu. C'est, effectivement, un, très bel outil et je vois que dans le chat, les gens sont assez impressionnés par tout ce que tu nous montres là. Il y a pas mal de Merci. questions, mais je pense que, on va juste, parler du dernier outil, Oui? heu, dont on pensait parler et que Jonathan a brièvement présenté, hier. C'est Ah! le lecteur, immersif. Ah oui, le lecteur immersif. OK, OK. Alors, le lecteur immersif, je vais le Qu'est-ce que c'est? montrer ouais, je vais d'abord je vais le montrer, puis je vais l'expliquer, tu vois? Ce sera plus parlant dans cet OK, ordre-là. Je vais génial. juste aller chercher alors un exemple. Je devrais avoir ça sous la main, à mon avis, ici. On va vérifier. Non, malheureusement, ce n'est pas ce que je cherchais, c'est pas grave. Je vais revenir alors dans ma classe, ici par exemple de 4e S. Voilà, je vais juste chercher, un document, celui que j'avais créé tout à l'heure par exemple, ça devrait faire l'affaire. Si pas, j'en créerai un. Ouais, je vais en créer un pour l'occasion, pas de Tout souci, ce sera ça, plus est en rapide. live, donc Oui, mais évidemment. t'inquiète, voilà. En fait, c'est celui-là que je cherchais, voilà. J'aurais mieux fait de passer par mes raccourcis. Donc que je sois dans Teams, que je sois dans mon OneDrive, que je sois dans mon Word Online, ce sera la même chose à chaque fois. Que je sois aussi dans mon OneNote, hein, je vais le montrer, hein, affichage, tu vois? Lecteur immersif. Dans Word Online, affichage, lecteur immersif. Dans Teams, affichage, lecteur immersif. Partout la même chose. Et donc ici, on va prendre un document fictif, hein, contient du texte, des images. C'est juste pour montrer quelque chose qui a la structure d'un document. Et là, en allant dans affichage et lecteur immersif, eh bien, paf, le document, tout le texte en fait du document, pour être précis, est adapté automatiquement à la personne qui le lit. Donc, je m'explique. Là, on imagine, je suis voilà un élève. J'ai ouvert un document que le professeur a partagé avec moi dans Teams ou une page de mon OneNote, hein, que le professeur m'a laissé. Et donc, j'appuie affichage lecteur immersif et ça se transforme en ça. Et ce ça, tu vois, c'est le lecteur immersif. C'est une technologie qui a été développée par Microsoft et qui a pour but de permettre
au lecteur ou à la lectrice de se créer une interface 100% personnalisée pour la lecture de texte, et uniquement de texte, afin de pouvoir normaliser l'apprentissage. Alors ça marche très bien pour les dyslexiques, pour les personnes étrangères qui apprennent une langue, les primo-arrivants, ou pour les cours de langue et l'apprentissage de la lecture chez les plus jeunes, bien entendu. Et donc, tu vois, ici, l'élève a 4 boutons. C'est très facile, hein, ça a été pensé pour être utilisé par des enfants en fin de maternelle, début de primaire. Tu as une flèche qui te permet de mettre le lecteur immersif en plein écran pour limiter les distractions visuelles et vraiment se concentrer. Ensuite, l'élève peut cliquer sur les petits A qui sont là et choisir sa taille de police préférée à tout moment, hein, donc l'élève peut changer son interface à tout moment. L'élève peut choisir d'augmenter ou de diminuer l'interligne et l'élève peut choisir entre différentes polices adaptées à la dyslexie qui ont été sélectionnées dans le cadre du programme. L'élève a la possibilité de choisir des palettes de couleurs parmi une gamme assez large, jusqu'à trouver une teinte qui éventuellement l'aide à se concentrer ou à avoir une meilleure immersion dans sa lecture. On voit, tu vois, que dans mon document, il y a du gras, de l'italique et du souligné. Et donc, l'élève peut, avec ce petit bouton, normaliser tout le texte pour enlever ces variables d'épaisseur et d'italique qui peuvent être vraiment pénibles quand on apprend à lire. Le deuxième bouton, le petit paragraphe avec la baguette magique, ça permet que l'enfant ou l'élève adulte, hein, parce que c'est pas limité qu'aux enfants, découpe automatiquement tout le texte du document en syllabes, avec des points médians qui découpent les syllabes. L'élève peut également activer un code couleur ou étiquette qui va permettre d'identifier les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes directement dans le texte. Et donc ça, c'est évidemment prodigieux pour la compréhension de la langue et l'apprentissage grammatical. Le troisième bouton, le livre, me permet de créer une règle de lecture que, en tant qu'élève, je peux faire bouger sur ma page à mon rythme. J'ai 3 tailles possibles pour ma fenêtre de lecture en fonction de ce sur quoi je veux me concentrer. Dans ce dernier menu, tu as aussi la possibilité de choisir une langue. Alors, il y a l'anglais, il y a le néerlandais, il y a l'espagnol, il y a l'italien, il y a l'allemand, il y a le chinois, le coréen, le japonais, hein, bon, il y a de quoi faire. Et donc là, ce qui est vraiment sympa, c'est que si par exemple, je vais cliquer ici sur le mot titre, j'ai le mot en français, j'ai le mot en anglais parce que j'ai choisi anglais, et j'ai aussi un imagier qui essaie de trouver des illustrations afin de représenter le concept du sens du mot à la personne qui lit si elle n'arrive pas à décoder le mot. Et si on clique sur le petit symbole, je ne sais pas si le son est transmis chez vous, mais donc ça dit titre chez moi, ici sur mon ordinateur. Ici, ça me lit title. Et je peux également choisir de partir d'un mot, hein, si vous avez le chiffre 1. Je peux appuyer sur la touche play. Et là, ça me lit le texte au rythme de l'avancée de la petite fenêtre. Donc j'entends dans mon casque, je ne sais pas si c'est transmis ou pas, c'est pas grave, hein, mais Non, j'entends ce donc n'est pas transmis. voilà, mais je m'en doutais un petit peu, hein, c'est localisé sur ma machine. Et titre 1, introduction, salut, comment ça va? Vous avez vu en tout cas la petite boîte avancer. Et donc l'élève qui lit et écoute en même temps a des chances énormes en plus d'avoir une meilleure compréhension. Et l'élève peut choisir la vitesse de lecture de la voix et une voix féminine ou masculine. Et donc le lecteur immersif, tu vois, c'est prodigieux. Et toujours pour les langues, tu peux demander aussi de l'aide dans la langue étrangère pour tout le document. Et là, ici, regarde, il vient de me transformer tout mon document en anglais. Et je peux le faire lire en anglais. Et je peux revenir, tu vois, français-anglais, ici, avec ces 2 boutons. Est-ce que du coup, c'est utilisé aussi par les profs de langue? Ouais, je connais beaucoup de profs de langue, qui l'utilisent, justement parce que ça aide beaucoup les élèves. Ça leur donne beaucoup d'explications finalement, tu sais, sur la grammaire, Mmh. sur la construction d'une phrase. Ça remplace évidemment et ça ne remplacera jamais un prof, mais ça permet d'égaliser les choses pour des élèves qui ont, moins la fibre des langues ou plus de difficultés dues à des troubles d'apprentissage ou pas, hein, parce que c'est pas du tout, limité. Je connais des élèves aussi qui utilisent ce lecteur à voix haute. En fait, ils collent dans un document, dans Teams ou dans leur OneDrive, Office 365, juste un bête de Word Online avec toutes les définitions de leur cours. Ils travaillent sur autre chose à l'ordi et ils font, lecture comme ça et ils font lire en boucle. Et donc, pendant qu'ils travaillent dans leur écouteur, ils entendent la définition, lue encore, encore, encore. Au bout d'un quart d'heure, ils la connaissent par cœur sans, tu vois, sans avoir eu besoin d'y travailler, quoi.
On peut s'en servir aussi pour les langues, pour, apprendre l'accent, parce qu'il y a plusieurs, variantes de l'anglais. Tu as l'accent États-Unis, Australie, Canada, Royaume-Uni, pour l'allemand, tu as des variantes aussi, donc voilà. Et alors, je rappuie sur la flèche pour que les gens comprennent bien que ça ne modifie pas une virgule du document. Le OK. document du prof, il ne bouge pas, donc le lecteur immersif, tu vois sa force, le prof n'a rien à faire. Il met le document dans Teams ou dans son OneDrive où il veut pour que l'élève y ait accès. L'élève clique sur affichage lecteur immersif et la plateforme Teams et Office 365 fait tout le reste. Le document doit être, en point doc? Ça doit être un doc ou Ça ça doit peut être être un un Word, PDF? ça doit être un Ça doit Word. être un Alors, Word. un PDF n'est techniquement pas un document, en fait, hein. Un PDF, OK. c'est une photo de document compilée en fichier. Maintenant, en général, logiquement, si on a un PDF, on l'a produit avec un traitement de texte et donc on a le document d'origine, Mmh. dans le meilleur des mondes. OK. C'est vrai qu'il y a pas mal, de questions, ah Vas-y, oui, vas-y, je voilà, t'en prie. peut-on insérer dans l'immersive reader des textes scannés? Non, du coup, comme Alors tu là, viens je vais de moduler, le en fait, répondre. si on Ah! installe sur son smartphone, l'application, Office 365, on peut scanner des documents avec la caméra et il y a une option lecteur immersif. Mmh. Donc ça, voilà, c'est une option spécifique pour les smartphones. C'est sur, iPhone et Android. OK, génial. Et alors une question de Aurélie, est-ce que l'immersive reader doit-il être téléchargé ou est-ce qu'elle peut l'utiliser pour elle, pour ses textes? C'est Alors, disponible donc c'est dans c'est quoi dans exactement? c'est dans la plateforme. Donc la plateforme étant en ligne, Mmh. le Immersive Reader, est là. Je suis sur Office 365 dans mon navigateur. J'ai le Immersive Reader, tu vois? Je peux cliquer sur ce document-ci, voilà, et je n'ai rien à faire. J'ouvre le document dans mon navigateur, dans ma plateforme Office, affichage, lecteur immersif et hop, c'est fait. Tu vois? La couleur que j'ai choisie, et c'est ça qui est bien, c'est les options restent avec l'utilisateur. Comme c'est moi, OK. Sébastien, qui avait composé dans ce document-ci mon interface, j'ai changé de document et tu vois que je garde la même. Choix de taille, choix de police, choix de couleur, et ça marchera quel que soit le document. Si l'élève reçoit des documents de 5 profs différents, l'élève retrouve son interface de lecture à chaque fois. Et du coup, il n'est pas possible de l'utiliser hors ligne? Alors, c'est basé sur de l'intelligence artificielle, hein. Donc, il y a un processus qui se passe en ligne pour le traitement des données, pour adapter le contenu. Il y a un complément qu'on peut télécharger sous Windows qui permet pour les utilisateurs de Windows 10 d'avoir, cette capacité, de manière localisée, mais plus restreinte. Si on veut vraiment avoir quand même toute la puissance du lecteur immersif, il faut être connecté pour en bénéficier. OK, génial. Génial, génial. Du coup, est-ce que tu as plus ou moins terminé avec cet outil? Oui, parce qu'en Et fait, comme j'ai dit, il doit être utilisable par des enfants, donc je vous ai montré vraiment tout ce qu'il y avait dedans. mmh Après, c'est plutôt aux profs d'être imaginatifs sur les manières dont il ou elle pourrait les utiliser. Ah, par rapport à cet outil, Sandra nous disait que hier, Jonathan nous avait montré ça par rapport à une page web. Oui, tout à fait, donc on peut ajouter le module, sur son navigateur internet. Excusez-moi, j'ai avalé mon verre d'eau un petit peu de travers, et donc ici, moi je suis dans le navigateur, Edge Chromium, donc qui est l'équivalent du Google Chrome, mais développé par Microsoft ici depuis janvier, donc c'est un nouveau navigateur, et si je vais sur, décidément, si je vais sur un site, je vais par exemple essayer d'aller par exemple sur éducation, Microsoft. Voilà, hop, je vais essayer de trouver, ici une ressource. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une technologie qui est intégrée dans les pages, et donc, en fonction des pages sur lesquelles on aura la possibilité de voir apparaître, ici un symbole qui adapte automatiquement la page, en question en mode, lecture immersive. Aussi, je suis allé un peu à la pêche au hasard, hein, mais donc la meilleure méthode sinon c'est, d'ajouter les extensions et donc d'aller chercher dans son store d'extensions, le Immersive Reader, le lecteur immersif, et il va alors analyser le contenu des pages et proposer le même processus que ce que j'ai montré avec le document Word, mais, dans les pages, internet dans lesquelles on navigue. Alors de nouveau, il faut pas que ce soit du texte sur une image dans la page, hein. Il faut que ce soit du texte dactylographié dans la page, mais alors on a cette possibilité. Voilà.
Je vous remercie, je te remercie, Merci à toi. énormément Sébastien. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir Sébastien, au Au revoir tout le revoir monde. Pauline.